Il est minuit. Vous faites défiler des annonces immobilières sur votre téléphone et chaque maison qui ne ressemble pas à une ruine en attente de démolition coûte au minimum 500 000 €. Le comptoir de la cuisine date de 2005, la moquette est beige, les fenêtres en PVC sont gondolées et l'agent immobilier a l'audace d'appeler ça un bien idéal pour un premier achat. Pendant ce temps, vous faites mentalement le calcul avec votre salaire, en vous demandant si vous avez raté une promotion importante ou si le marché immobilier a collectivement perdu la tête. Spoiler, ce n'est pas vous. C'est les chiffres. Et les chiffres sont absolument impitoyables. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que les agents immobiliers détestent. On va calculer qui peut réellement s'offrir une maison à 500 000 € en 2026. Pas qui obtiendra un prêt de la banque, mais qui peut légitimement se le permettre sans transformer sa vie en simulateur de stress financier permanent. Parce qu'il y a une différence énorme entre obtenir un crédit immobilier et réussir à dormir la nuit après avoir signé chez le notaire. Commençons par la réalité inconfortable. Dans des dizaines de marchés français aujourd'hui, 500 000 €, c'est le point de départ. Pas une villa avec piscine, pas un appartement haussmannien avec vue sur la Seine. Ça vous donne un pavillon de 90 mètres carrés en grande couronne parisienne ou un appartement 3 pièces dans les arrondissements périphériques de Lyon ou Bordeaux. Dans tout ce qui se trouve à distance raisonnable d'une grande métropole, 500 000 €, c'est ce qu'on attend des gens ordinaires pour des maisons ordinaires. Le revenu médian des ménages français est d'environ 26 000 € net par an, soit un peu plus de 2 150 € par mois. On demande donc à ces ménages de s'offrir des biens qui coûtent près de 20 fois leur revenu annuel net. Si ce ratio vous semble absurde, félicitations, vous faites attention. Mais tout le monde continue de dire que c'est faisable. Le courtier dit que vous êtes éligible. Vos parents ont acheté avec beaucoup moins. Un influenceur sur les réseaux sociaux parle d'investissement locatif sans apport. Alors quel est le problème? Le problème, c'est que tout le monde vous ment sur ce que « accessible » signifie vraiment. Commençons par l'apport, parce que c'est là que les rêves commencent à se fissurer. L'ancienne règle était un apport de 20 % sur un bien à 500 000 €. Cela représente 100 000 € en cash. Disons-le encore une fois, 100 000 €. L'épargne médiane d'un ménage français tourne autour de 6 000 €. Vous n'êtes donc pas légèrement en dessous. Vous avez 94 000 € de manque à gagner. Et avant de dire que vous allez économiser cette somme, faisons ce calcul aussi. Si vous gagnez 35 000 € bruts par an et que vous parvenez à économiser 10 % de votre revenu net, ce que presque personne ne fait réellement, vous mettez de côté environ 2 200 € par an. À ce rythme, il vous faudra 45 ans pour constituer cet apport, en supposant que les prix n'augmentent pas. Ce qu'ils feront absolument. Bon, vous sautez l'apport de 20 %, vous mettez 5 ou 10 % comme la plupart des acheteurs. Bienvenue dans le monde de l'assurance emprunteur majorée et des conditions bancaires restrictives. Les établissements français exigent généralement un effort d'assurance plus élevé quand votre apport est faible et certains refusent tout simplement le dossier. Mais supposons que votre banque accepte. Vous avez réuni 50 000 € d'apport, 10 ans d'économie acharnée pour beaucoup. Il vous reste un crédit de 450 000 €. Avec les taux actuels, entre 3,5 % et 4,2 % selon votre profil, votre mensualité se situe autour de 2 200 à 2 400 €. C'est uniquement le remboursement du capital et des intérêts. Ce chiffre n'inclut pas une seule autre dépense nécessaire pour vivre dans cette maison. Et ensuite, les coûts invisibles commencent à s'ajouter. La taxe foncière, selon la commune, vous coûte entre 1 500 et 4 000 € par an. L'assurance habitation tourne autour de 80 à 150 € par mois. Les charges de copropriété peuvent facilement atteindre 200 à 400 € par mois dans les grandes villes. Et enfin, l'entretien, ce poste que tout le monde oublie jusqu'à ce que la chaudière lâche un dimanche soir. Mais vous vous dites, des gens achètent quand même ces maisons. Qui sont ces personnes? Certains ont 2 salaires dans des secteurs bien rémunérés. D'autres ont reçu un héritage ou une donation familiale. Et beaucoup se sont mis dans une situation financière si précaire qu'une seule dépense imprévue suffirait à faire s'effondrer tout l'édifice. Regardons concrètement ce que ça donne avec un ménage réel. Voici les Dupont, 2 actifs qui cumulent 7 500 € net par mois à eux deux, environ 90 000 € net annuels. Ils sont bien au-dessus de la médiane, solidement dans la classe moyenne supérieure. Ils devraient être à l'aise, non? Voyons ce qui se passe lorsqu'ils achètent cette maison à 500 000 €. Leurs 7 500 € net semblent confortables, jusqu'à ce que la réalité commence à s'installer.
Soustrayez d'abord les 3 387 € de coût logement calculés précédemment. Il leur reste 4 113 € pour absolument tout le reste de leur vie. 2 voitures parce qu'ils habitent en périphérie et que les transports en commun ne couvrent pas leur trajet correctement. 600 € de remboursement de crédit auto. Assurance auto pour 2 véhicules, 180 €. Carburant parce que rien n'est accessible à pied dans leur zone pavillonnaire, 250 €. Remboursement de prêts étudiants parce qu'il fallait ces diplômes pour décrocher ces emplois qui ont permis d'obtenir le crédit, 400 €. Mutuelle santé que leur employeur ne couvre qu'à moitié, 150 €. Courses alimentaires pour un foyer qui essaie de manger correctement, 600 €. Facture d'énergie, électricité, gaz, eau, Internet, téléphone, dans cette maison plus grande, 350 €. Il leur reste désormais 1 583 €. Et on n'a même pas encore parlé des vêtements, des loisirs, des activités des enfants, des réparations de voitures, des consultations médicales. Sans parler de l'épargne, du fonds d'urgence ou de la retraite au-delà du plan d'épargne retraite minimale. Ce ménage consacre désormais 45 % de ses revenus nets au logement. Pas 33 %, pas même 38 %, presque la moitié. Et ce ne sont pas des gens irresponsables. Ils ne partent pas en vacances aux Maldives ni ne s'achètent des gadgets inutiles. Ils essaient simplement de vivre dans une maison que le marché leur présente comme normale. Voilà ce que ça ressent au quotidien. Ça ressemble à vérifier son compte avant de faire les courses, à dire non à la sortie scolaire de votre enfant parce que ces 25 € pourraient servir si le témoin moteur s'allume. À rester éveillé à 2 heures du matin, à faire des calculs mentaux pour savoir si vous pouvez changer les pneus ce mois-ci ou si vous devez attendre encore. À être à une dépense imprévue du désastre en permanence. La chaudière tombe en panne. C'est 4 000 € que vous n'avez pas. Quelqu'un vous percute sur le parking. Votre franchise est de 500 € payée sur carte de crédit. Votre enfant a besoin d'orthodontie. Vous financez les soins dentaires comme s'il s'agissait d'un crédit à la consommation. C'est la réalité des Dupont, qui gagnent 90 000 € net par an et possèdent une maison à 500 000 €. Imaginez maintenant ce que ça donne pour un foyer qui gagne 60 000 ou 45 000 € net, le revenu médian français. À revenu médian, acheter à 500 000 € n'est pas serré. Ce n'est même pas ambitieux. C'est une fiction financière. C'est mathématiquement impossible sans une aide extérieure massive, donation parentale, héritage, PTZ bonifié, ou en acceptant un niveau de risque qui rendrait nerveux n'importe quel gestionnaire de patrimoine sérieux. Mais voilà ce qui rend la situation vraiment pernicieuse. Le marché immobilier se fiche de ces chiffres. Les vendeurs affichent 500 000 € parce que c'est ce que les comparables ont obtenu. Les banques accordent les crédits parce que, techniquement, le taux d'endettement reste dans les clous. Les agents immobiliers encouragent les acheteurs à s'étirer parce que leur commission dépend de la signature. Personne dans la transaction n'a intérêt à vous dire que vous êtes sur le point de vous noyer financièrement. Et une fois que vous avez signé chez le notaire, une fois que vous avez emménagé, vous êtes piégé. Vous ne pouvez pas décider 6 mois plus tard que c'était une erreur et partir sans détruire votre dossier de crédit et perdre votre apport. Alors les gens restent. Ils restent dans des logements qu'ils n'ont pas les moyens d'assumer, gardent des emplois qu'ils détestent parce qu'ils ne peuvent pas se permettre la moindre interruption de revenus. Ils regardent leur épargne s'évaporer mois après mois, en se demandant pourquoi ils se sentent si stressés alors qu'ils vivent prétendument le rêve. Voici ce que la vérité difficile ressemble vraiment. Pour 80 à 85 % des ménages français, une maison à 500 000 € n'est pas accessible, pas de manière durable. Pas sans accepter une précarité financière qui aurait été jugée irresponsable il y a une génération. Ce n'est pas un échec personnel. Ce n'est pas un manque de travail ou de rigueur budgétaire. C'est un marché immobilier qui s'est complètement déconnecté de la réalité des revenus. Alors voici ma vraie recommandation. Arrêtez de regarder ce que la banque accepte de vous prêter et commencez à regarder ce que vous pouvez réellement vous permettre sans transformer votre existence en exercice d'équilibriste financier. Trouvez le montant où vous pouvez rembourser le crédit, assumer l'entretien, épargner pour les imprévus, préparer votre retraite et encore vous souvenir de temps en temps de ce que c'est que de ne pas être stressé par l'argent. Pour la grande majorité des Français, ce montant est très loin de 500 000 €. Et c'est parfaitement acceptable. Vous n'êtes pas moins compétent parce que vous êtes réaliste. Vous ne ratez pas une étape obligatoire de la vie adulte parce que vous refusez de vous noyer financièrement pour une cuisine rénovée. Vous faites simplement les calculs que visiblement personne d'autre ne veut faire. Le marché continuera de prétendre que ces prix ont du sens. Les banques continueront d'approuver des crédits qui ne devraient pas exister.
Les agents immobiliers continueront de vous dire que c'est le bon moment d'acheter. Mais vous n'êtes pas obligé de participer à cette folie financière collective simplement parce que tout le monde le fait. Parfois, le choix le plus intelligent est de reconnaître que le jeu est truqué et de décider de ne pas jouer.